Attention, les opérations américaines en Iran continuent. Ils ne se limitent pas à détruire des sites de missiles et de défense. En même temps, ils profitent aussi de l'occasion pour tester de nouvelles armes dans un vrai combat. Ce n'est pas rien. Il y a 3 nouvelles armes utilisées et chacune a sa propre puissance et utilité. La première arme est le PRSM ou missile de frappe de précision. C'est la plus remarquable des 3. C'est un missile moderne conçu pour remplacer l'ancien utilisé par les États-Unis, le missile tactique de l'armée. Pour mieux comprendre pourquoi c'est important, revenons un instant en arrière. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Le développement a commencé en 2016 avec 3 entreprises en compétition, Lockheed Martin, Boeing et Raytheon. Finalement, Lockheed Martin essaie resté et c'est lui qui a poursuivi la fabrication du PRSM. Pourquoi faut-il remplacer l'ATACMS ? Parce que même s'il est très efficace, sa conception est déjà ancienne. Il a été utilisé depuis 1991, depuis l'opération Tempête du désert, jusqu'au combat suivant en Irak et en Ukraine. C'est pourquoi les États-Unis veulent un missile plus avancé. Il a une portée plus longue, il est plus rapide et plus précis. C'est là qu'intervient le PRSM. Au départ, il pouvait atteindre des cibles jusqu'à 500 km, mais pendant sa fabrication, il a encore été amélioré. Sa portée a été allongée, la précision a été perfectionnée et la vitesse a été augmentée. Qu'est-ce que cela signifie sur le champ de bataille ? Il peut frapper des cibles à une distance encore plus grande. L'attaque est plus rapide, avant même que l'ennemi ne puisse réagir. Et le tir est plus précis, donc il y a moins de gaspillage et un impact plus important. En Iran, on l'utilise aujourd'hui pour détruire des lanceurs de missiles et cibler des installations militaires, et frapper les parties essentielles de leur infrastructure. L'essentiel ici est que le combat ne dépend plus seulement de la force. La technologie joue désormais un rôle clé. Pendant que l'opération se poursuit, ils ne font pas que se battre. Ils améliorent aussi leur manière de combattre en utilisant de nouvelles armes. Et rappelez-vous, ce n'est que le début. Il y a encore 2 autres armes dont l'utilisation est encore plus particulière et qui auront un impact encore plus grand. Avant, il y avait des limites claires. On ne pouvait pas simplement augmenter la portée des missiles, parce qu'il y avait un accord entre les États-Unis et l'Union soviétique en 1987. C'est le traité FNI qui fixe une limite à la portée que les missiles peuvent atteindre. À cause de cela, le plan à l'époque était de ne pas dépasser 500 km. C'était la limite autorisée et possible. Mais tout a changé en 2019. Les États-Unis ont quitté cet accord, et avec cette décision, la limitation a disparu. Ce qui était autrefois la portée maximale est devenu seulement le point de départ. Aujourd'hui, la portée visée dépasse 400 miles, et il est même possible qu'elle atteigne 600 miles dans les prochaines versions. Cela signifie qu'il est désormais possible de frapper des cibles beaucoup plus éloignées sans changer de position. Il y a une autre chose importante ici. Il n'est plus nécessaire de changer de lanceur. On utilise toujours le HIMARS. C'est le même lanceur, mais le missile est d'un tout autre niveau. Grâce au nouveau moteur, il vole plus vite et plus loin. Le PRSM est aussi plus léger et plus compact. Quel était l'effet de cela ? Avant, un seul missile pouvait tenir dans un pod. Maintenant, on peut en mettre 2. Cela signifie qu'on peut en lancer 2 fois plus en une seule fois. On peut toucher plus de cibles, attaquer plus rapidement et être plus flexible au combat. Ce n'est pas simplement une augmentation de puissance. L'utilisation a aussi été améliorée. C'est plus efficace, plus pratique et mieux adapté à différentes situations. Un HIMARS est maintenant plus puissant, plus rapide et capable de faire plus de choses qu'avant, et ce n'est pas encore fini. Les prochaines versions sont en cours de développement. Le modèle actuellement utilisé a une portée pouvant atteindre environ 500 km. Mais dans la prochaine version, il est prévu qu'il puisse même toucher des navires en mer. Cela signifie qu'à partir de la Terre, il pourra désormais attaquer des cibles en mer. Son utilisation s'est élargie. Ce n'est plus seulement pour des cibles terrestres, mais aussi pour d'autres types de cibles. Dans l'ensemble, le PRSM n'est pas simplement une mise à niveau. C'est un missile d'un tout autre niveau. Plus loin, plus rapide, plus de capacité et plus flexible à utiliser. Et rappelez-vous, ce n'est que la première arme sur 3. Au fil du temps, ce missile est continuellement amélioré et renforcé. Ce n'était plus simplement un missile qui frappe directement la cible. Ses mouvements deviennent également plus intelligents. Dans la prochaine version, il aura la capacité de s'ajuster en cours de trajet. Cela signifie qu'il peut suivre la cible même si elle est en mouvement. Il n'est plus limité aux cibles fixes.
Même un navire en mouvement sur la mer, il peut désormais l'atteindre. C'est un grand changement. Avant, il ne se concentrait que sur des cibles terrestres. Maintenant, il peut aussi être utilisé contre des cibles en mer. Sa portée s'est également allongée. La portée des prochaines versions atteindra environ 1000 km. Avec les prochaines améliorations, sa puissance sera encore renforcée. Il pourra être équipé de différents types d'ogives. Les explosions seront plus puissantes et il sera capable de frapper des cibles plus résistantes comme des bunkers et de grandes bases. Il y a également un projet d'augmenter encore sa portée. Le design est également amélioré pour qu'il soit plus rapide et puisse atteindre des distances encore plus grandes. À un niveau plus avancé, nous étudions également son utilisation avec des véhicules automatisés. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire qu'une personne soit en première ligne pour l'utiliser. L'utilisation devient ainsi plus sûre et plus flexible. Au fur et à mesure que ce missile évolue, sa portée s'allonge, sa vitesse augmente et il devient capable de faire plus de choses. Et ce n'est pas seulement un projet. Il a déjà servi en combat. Lors d'une opération, il a été utilisé pour la première fois en combat réel, montrant sa capacité à atteindre des cibles lointaines. Il vise plus vite et précisément. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Iran ? Les cibles, même éloignées ou à l'intérieur, ne sont plus en sécurité et peuvent être frappées. Dans l'ensemble, le PRSM n'est pas simplement un simple remplacement de l'ancien missile. C'est une nouvelle classe d'armes, plus intelligente, plus flexible et plus dangereuse à utiliser. Et rappelez-vous, ce n'est que la première des 3 nouvelles armes utilisées. Selon Patrestia Basilchak, du Centre d'études stratégiques et internationales, c'est le début d'un nouveau niveau de capacité de l'armée en matière d'attaque. La portée est plus grande et la précision est meilleure. Et c'est exact, ce n'est pas simplement une mise à niveau, c'est un changement dans la façon de combattre. Même sans détails précis sur la cible, l'avantage est évident. Parce que la portée est plus grande, il y a plus de cibles potentielles. La portée est presque doublée par rapport à l'Attack-IMIS. Cela signifie que beaucoup plus d'endroits en Iran peuvent être atteints. Plus il y a de bases, plus il y a d'actifs et plus il y a de choses à surveiller. À cause de cela, la pression sur l'ennemi augmente. Il ne suffit plus de surveiller une seule direction. Ils doivent maintenant envisager de multiples attaques possibles venant de différents endroits. Le lancement devient également plus flexible. Il peut provenir de l'Irak ou des pays du Golfe. À cause de cela, les mouvements deviennent plus imprévisibles. Un autre facteur important est la vitesse du missile. Comme il s'agit d'un missile balistique, il est extrêmement rapide. La cible n'a presque plus de temps pour réagir. C'est pourquoi il est parfaitement adapté aux cibles qui doivent être frappées immédiatement, comme la défense aérienne, les lance-missiles et les systèmes de détection. Au début de l'opération, cela a sans doute servi à détruire rapidement la défense. Les systèmes de détection ont été touchés et les systèmes de missiles ont été éliminés pour ouvrir la voie. Une fois cela fait, il devient beaucoup plus facile pour les avions de pénétrer. Le vol est sécurisé et la résistance sera moindre. Mais l'enjeu dépasse l'Iran, un message bien plus important se cache derrière. Les États-Unis montrent leur capacité à d'autres pays comme la Chine et la Russie. Ils observent chaque mouvement et étudient comment cela fonctionne. Parce qu'en réalité, ces armes ne sont pas seulement destinées au combat d'aujourd'hui. Elles peuvent être utilisées dans les guerres à venir, surtout dans les combats avec des cibles éloignées et sur de vastes zones. Ce type d'arme est un grand avantage. Dans l'ensemble, le PRSM n'est pas seulement destiné au combat actuel. C'est une démonstration claire de force, un avertissement pour l'ennemi et une préparation pour ce qui va arriver ensuite. Et dans cette optique, il est clair que le combat est maintenant à un autre niveau. Le PRSM a été conçu pour un affrontement de plus grande envergure. L'Iran n'était vraiment pas dans l'esprit lors de sa conception. L'objectif des États-Unis est un éventuel affrontement dans l'Indo-Pacifique. Pourquoi là-bas ? À cause de la configuration de la région. Il y a de nombreuses îles, de grandes distances et peu d'endroits où lancer des attaques. Dans ce genre de configuration, le manque de portée devient un gros problème. Si on utilise seulement 80 ACMS, certaines cibles resteront hors de portée. La portée est insuffisante pour ce type de combat. C'est là que le PRSM entre en jeu. Il a une portée plus longue et il est plus flexible à utiliser. À cause de cela, l'ennemi a plus de difficultés car il doit surveiller plus d'endroits. La capacité des États-Unis à contrôler les mouvements en mer devient également plus forte. Même si le lancement se fait depuis la terre, il peut entraver les déplacements des navires. Cela ne sert pas uniquement à attaquer des cibles au sol. Cela aide aussi à contrôler les mouvements en mer. En d'autres termes, ce n'est pas seulement pour frapper. C'est aussi un moyen de contrôler le combat.
Dès la première utilisation, le succès a été évident, prouvant que les années de développement et les coûts étaient injustifiés. Aujourd'hui, sa portée est encore plus grande. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'une des 3 nouvelles armes. Maintenant, passons à la suivante. Même si les États-Unis sont puissants, l'Iran possède quelque chose qui pourrait poser problème. Ce sont les drones. Au cours des dernières années, l'utilisation des drones dans les combats s'est intensifiée. Par exemple, la Russie les a utilisés contre l'Ukraine. Et j'ai vu à quel point c'était efficace. Pourquoi les drones sont-ils dangereux ? Parce qu'ils sont peu coûteux à fabriquer, faciles à utiliser, et on peut en envoyer beaucoup à la fois. Et ce n'est pas nouveau pour l'Iran. Cela fait des décennies qu'ils étudient et perfectionnent ce type d'armes. Cela signifie que même si les États-Unis sont puissants, il y a un domaine où l'Iran peut rivaliser. Et c'est celui des drones. Mais comme pour le PRSM, les États-Unis ont aussi une réponse à cela. Et c'est ce que nous allons voir ensuite. Lorsque l'opération a commencé, certains ont dit que les États-Unis pourraient avoir des difficultés à cause des attaques de drones de l'Iran. Il y a une raison à cela. De l'Iran, qui sont bon marché, faciles à fabriquer et peuvent être envoyés en grand nombre. Leur efficacité a déjà été prouvée dans d'autres conflits, mais les États-Unis ont une réponse prête à cela. Son nom est LUCAS, ou Locus Uncrewed Combat Attack System. C'est un drone d'attaque à usage unique. Cela signifie qu'il frappera la cible et explosera. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que son design est basé sur le drone Shahed de l'Iran. À un moment donné, les États-Unis ont obtenu ce type de drone. Ils l'ont étudié en détail, ont démonté chaque pièce et ont créé leur propre version. Ils ont utilisé la même idée, mais cette fois, ils en avaient le contrôle. Son développement a été rapide. Le programme a été lancé en juillet 2025 et en seulement quelques mois, il a été prêt à être utilisé. En décembre 2025, le premier test a eu lieu dans le Golfe Persique. Le 28 février, il a été utilisé dans un véritable combat, selon le commandement central des États-Unis. LUCAS a une grande portée et peut fonctionner même sans être surveillé en continu. Il peut également être lancé de différentes manières, comme par catapulte, décollage assisté par fusée ou à partir de véhicules terrestres. La stratégie ici est simple. Si les drones de l'ennemi sont bon marché, tu utiliseras aussi des drones bon marché. Chaque LUCAS coûte environ 35 000 $. Comparé aux missiles qui valent prendre des millions, c'est vraiment très bas. À cause de cela, la situation s'est inversée. Avant, c'était l'Iran qui utilisait des drones bon marché pour mettre la pression. Maintenant, ce sont les États-Unis qui le font. De cette façon, l'Iran se retrouve face à sa propre stratégie. Dans l'ensemble, LUCAS n'est pas simplement une arme. Cela montre comment on étudie l'ennemi, on s'adapte et on utilise ses faiblesses contre lui. Et à cause de cela, la guerre des drones n'est plus à sens unique. Les États-Unis savent maintenant aussi se battre de la même manière. On ne dit pas exactement combien en possèdent les États-Unis. Mais il est clair dans leur déclaration qu'il y en a déjà beaucoup de disponibles et que de nouvelles unités continuent d'arriver. Comme ce type de drone est peu coûteux, il est plus facile à fabriquer et à produire en grande quantité. Cela signifie que l'approvisionnement peut être continu et qu'il ne s'épuisera pas rapidement. Tant que la production continue, l'utilisation aussi. En ce qui concerne le contenu du LUCAS, les détails officiels sont limités. Mais certains experts ont examiné sa conception. On a vu qu'il possède une caméra à l'avant et une connexion satellite. C'est important car cela donne à l'opérateur un meilleur contrôle pendant que le drone est en vol. La cible peut être changée, la direction peut être ajustée, et ce n'est pas simplement programmé dès le départ. Cela signifie qu'il y a toujours un contrôle même lorsque le drone est déjà en vol. À l'avenir, il pourra être utilisé avec plusieurs drones attaquant simultanément. Même aujourd'hui, cela peut déjà être fait manuellement. On peut envoyer un groupe de drones en même temps. Quand cela arrive, les systèmes de détection ennemis ont du mal parce qu'ils ne peuvent pas surveiller tout en même temps. Il y a une autre utilisation importante pour ces drones. Ils peuvent être utilisés en premier pour ouvrir la voie. Quand les drones passent en premier, il devient plus facile pour les missiles plus puissants de pénétrer et d'atteindre la cible. Grâce à cela, l'attaque devient plus efficace contre des cibles durcies comme les bunkers, les sites nucléaires et d'autres endroits importants. La combinaison du faible coût, du grand nombre et de la flexibilité rend la défense difficile. Il y a un point ironique ici. Sans l'Iran, il est probable que ce type de drone n'existerait pas non plus. Parce que la base de sa conception provient également de leur propre technologie, étudiée, améliorée et utilisée contre eux. Dans l'ensemble, LUCAS n'est pas simplement un drone ordinaire.
C'est une arme qui peut être produite en grand nombre, contrôlée pendant son utilisation, et qui peut exercer une pression non seulement dans le combat physique, mais aussi dans l'esprit de l'ennemi. Le Tomahawk est l'un des missiles les plus éprouvés des États-Unis. Il est utilisé depuis les années 1980. Il est connu pour sa longue portée et sa précision extrême. Il peut atteindre plus de 1000 miles, soit plus de 1600 km. C'est un missile de croisière. Cela signifie qu'il vole comme un avion et ne tombe pas simplement tout droit comme les autres missiles. Il n'est peut-être pas aussi rapide que les autres, mais il compense par sa précision. Il est tout à fait capable d'atteindre exactement la cible désignée. Ce n'est pas non plus une simple bombe. Il est capable d'éviter les systèmes qui détectent les attaques en approche et de voler si bas qu'il passe presque inaperçu. Il suit le relief du sol pendant son vol. C'est pourquoi il est plus difficile à détecter. Il est utilisé par la marine américaine ainsi que par certains alliés comme le Royaume-Uni, l'Australie et les Pays-Bas. Il peut être lancé depuis des navires et des sous-marins. Cela le rend donc plus flexible à utiliser. La raison pour laquelle il est dangereux, c'est à cause de la combinaison de sa portée et de sa précision. Il peut attaquer sans s'approcher et il peut frapper sans être immédiatement détecté. Ses cibles habituelles sont les centres de commandement, la défense aérienne et des cibles durcies comme les bunkers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus simplement un vieux missile. De nouvelles méthodes d'utilisation apparaissent. Il n'est plus limité à une seule cible dès le départ. On peut désormais changer de cible pendant le trajet. Cela signifie qu'il est désormais plus flexible et peut mieux s'adapter selon la situation. Lorsque tu combines cela avec d'autres armes comme le PRSM et l'UCA, l'effet devient encore plus puissant. Les drones peuvent passer en premier pour désorganiser la défense. Ensuite, le missile rapide suivra pour détruire la protection. Et après, le Tomahawk interviendra pour frapper la cible la plus importante. Avec ce genre de configuration, il n'y a presque plus d'endroits sûrs. Même loin, même caché, et même avec une défense solide, on peut quand même être touché. En somme, le Tomahawk n'est plus simplement un missile aujourd'hui. Il fait désormais partie d'une méthode de combat plus large où différents types d'armes agissent simultanément et de manière coordonnée. Et ici, on voit que la force brute n'est plus la seule chose qui compte aujourd'hui. Tout dépend de la bonne utilisation et du bon timing de chaque action. À première vue, le changement peut sembler être un simple détail. Un BGM-109. Tomahawk, qui était autrefois gris, est maintenant noir et brillant. Mais ce n'est pas qu'une question de design. Il y a une raison pour laquelle son apparence a été modifiée. Les analystes ont remarqué que ce n'était pas un simple changement aléatoire. Ce même revêtement noir a également été observé sur d'autres missiles modernes. Rien que là, il est clair qu'il a un but plus profond. Ce revêtement n'est pas seulement de la peinture. Il a une utilisation spéciale. Il est plus difficile pour les détecteurs de le repérer. Et il est aussi plus difficile à voir avec les capteurs qui détectent la chaleur. Pour faire simple, il est plus difficile à repérer et plus difficile à arrêter. Cela devient encore plus important lorsqu'il est utilisé en mer. Le Tomahawk vole à basse altitude et suit la surface de l'eau. Plus il est facile à repérer, plus il est détecté tôt. Avec ce revêtement, l'ennemi ne le remarque que plus tard. Cela signifie qu'il y a moins de temps pour réagir et une plus grande chance qu'il atteigne sa cible. Lors des opérations, il est utilisé contre les systèmes de défense aérienne, les cibles en mer et les bases proches du littoral. Surtout dans la première phase de l'attaque où la rapidité est essentielle, et le fait de ne pas être détecté. Le grand changement ici ne réside pas dans la puissance du missile, mais dans sa capacité à percer les défenses. Il est plus capable de franchir les défenses, d'atteindre la cible et de frapper sans obstacle. Dans une perspective plus large, cela montre l'évolution des nouvelles armes. Il ne s'agit pas uniquement de vitesse et de puissance, mais aussi de rester indétectable lors d'une attaque. Lorsqu'il est combiné avec d'autres armes, l'ensemble de l'attaque devient plus efficace. Le drone peut passer en premier pour perturber la défense. Ensuite, le missile plus rapide suivra pour détruire la protection. Et après le Tomahawk entrera en jeu pour frapper la cible la plus importante. Avec cette combinaison, l'attaque est presque continue et l'ennemi a du mal à suivre. Au final, ce changement ne concerne pas seulement la couleur. C'est une nouvelle manière d'attaquer, plus discrète, difficile à détecter et avec une probabilité accrue d'atteindre la cible. Avec ce genre de configuration, ce missile était presque invisible. Lorsqu'il s'approche de la cible, avant même que l'ennemi puisse réagir, il a déjà frappé. Un autre point essentiel échappe souvent dans ce type de combat.
Il ne s'agit pas seulement de la puissance ou de la quantité des armes. L'importance de la rapidité de mouvement et de décision est désormais évidente. Dans ce contexte, chaque seconde compte. Lorsqu'une cible est repérée, on n'attend plus. On ne passe plus par un long processus. L'intervalle entre la détection et l'attaque est considérablement raccourci. Avant, l'ennemi pouvait encore s'ajuster, on avait une chance d'esquiver ou de se préparer. Maintenant, il n'y en a presque plus. Dès qu'on repère quelque chose, une action suit aussitôt. Et souvent, il ne s'agit pas d'une seule action. Cela se produit simultanément depuis différentes directions. C'est la raison pour laquelle il devient plus difficile de se défendre contre ce genre d'attaque. Tu ne sais pas laquelle prioriser. Tu ne sais pas où regarder. Et avant même que tu puisses prendre une décision, tu as déjà été touché. En même temps, la coordination devient encore plus importante. Les mouvements de chaque partie ne sont plus séparés. Ceux qui sont sur Terre, en mer et dans les airs, agissent tous en même temps comme une seule unité. Cela signifie que même si les armes utilisées sont différentes, le timing est le même et le résultat visé est le même. À cause de cela, même si chaque attaque n'est pas très puissante, lorsqu'elles sont combinées, leur effet devient considérable. C'est ce qu'on appelle une pression continue. On ne te laisse pas de temps. De plus, le rôle de l'information devient plus important. Celui qui a une idée plus claire de ce qui se passe autour de lui a l'avantage. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a les armes les plus puissantes, il s'agit de savoir qui comprend la situation le plus rapidement et qui agit le plus vite en conséquence. Et lorsque tu obtiens cet avantage, même si tu n'es pas le plus fort, tu peux contrôler le cours du combat. Cela a un autre effet aussi. L'adversaire est davantage contraint. Il doit réagir au lieu de planifier. Si tu es toujours en retard, tu n'as plus le temps de faire tes propres mouvements. Tout ce que tu fais, c'est suivre et t'ajuster. Et dans ce genre de situation, tu perds progressivement le contrôle. Ce n'est pas parce qu'il manque d'armes, mais parce qu'il ne peut plus suivre la rapidité des événements. De plus, la constance devient encore plus importante. Une seule attaque puissante ne suffit pas. Il faut maintenir la pression en continu. Les actions doivent s'enchaîner. Il ne doit pas y avoir de pause. Car de cette façon, l'adversaire s'épuise non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et quand tu perds à ce niveau-là, même s'il te reste des armes, il te sera difficile de les utiliser correctement. En somme, le combat aujourd'hui ne consiste plus seulement à avoir le plus de force. Il s'agit d'avoir le plus de bons mouvements au bon moment. Il s'agit de prendre le plus de décisions rapides. Et il s'agit aussi de la capacité à tout coordonner simultanément. Et dans ce genre de combat, celui qui est le plus organisé et le plus rapide à s'adapter, c'est lui qui a le plus de chances de gagner. Il y a un autre effet que l'on ne voit pas tout de suite. Pendant que ce genre de mouvement continue, la confiance de l'adversaire est progressivement détruite. Il ne rencontre pas seulement des difficultés sur le plan de la défense physique, mais aussi dans la prise de décision. Quand tu ne sais plus d'où viendra la prochaine attaque, tu es obligé de surveiller dans toutes les directions. Et quand tu fais ça, tes ressources se dispersent et chaque partie de ta défense s'affaiblit. Ça veut dire que même si toutes les cibles ne sont pas encore directement touchées, l'ensemble de la défense commence déjà à se fissurer petit à petit. Dans ce genre de situation, même une petite erreur peut faire complètement s'effondrer la défense. Lors de la première vague de l'opération, il est si possible qu'ils aient utilisé la version noire du BGM-109 Tomahawk pour frapper les systèmes de détection et de défense. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont soudainement plus pu voir l'attaque qui arrivait. Pourquoi est-ce important ? Quand les systèmes de détection disparaissent, tu ne sais pas d'où viendra l'attaque, tu ne sais pas ce qui arrive, et tu as presque pas de temps pour réagir. Ensuite, drones, avions de chasse et bombardiers sont arrivés successivement. Il ne restait presque rien pour les stopper. Si tu étais en Iran, tu ne comprendrais probablement pas tout de suite d'où venait le coup. Bien qu'il disposait de systèmes de détection et de défense, il n'était pas préparé à ce type de missile difficile à repérer.